Moi, j'ai un truc qui me drive, c'est j'ai pas envie de perdre. Tu vois, c'est la peur de l'échec. Plus que l'envie de gagner. Tu vois, j'adore gagner, je déteste perdre. Et jusqu'il y a peu, il y avait cette peur de fou de je dois faire en sorte que Binfluence ne soit pas une défaite. Mais attends, mais Tu vois, dans aucun œil extérieur, Influence est un échec. aujourd'hui, aujourd'hui, mais il y Mais- a 5 ans, personne croyait en nous. Tu vois, il y a 4 ans, peu de gens croyaient en nous. Il y a 3 ans, les gens commençaient à dire que, ah bah oui, Bean, ok, ça décolle un peu, mais en fait, c'est une tendance et ils vont se cracher. Tu vois, et il y a 2 ans, les gens étaient là, ouais, ok, ils font les azous sur LinkedIn, mais en fait, c'est pas sérieux, gna, 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 tu vois. Et aujourd'hui, on en est là où on en est, et je suis sûr que tu vas trouver plein de gens dans la rue ou sur LinkedIn qui vont dire, ouais, mais en fait, ça va jamais monter plus haut. Hmm. Euh, et en fait, ces gens-là, j'ai pas envie de leur donner raison, déjà. Ok. Déjà. Et en fait, pour moi, j'ai pas envie de me dire que j'ai échoué dans C'est fou, Bean. c'est hyper fort comme mot, je trouve. Ouais. Et donc, au début, ben, échouer était égal mort de la boîte. Tu vois, mort du projet, puis mort de la boîte. Et il y a des fois où on n'est pas passé loin. Et donc, ça m'a drivé. Et aujourd'hui, échouer, pour moi, ça veut dire ne pas atteindre le plein potentiel de Bean. Ne pas réaliser le potentiel de Bean. Euh, et quelque part, c'est si on vend aujourd'hui, c'est un peu prendre la petite porte de sortie. Non. Ah, on a trop bossé, on a trop chié. Voilà, la porte de sortie, je veux qu'elle soit la plus grande possible et la plus illuminée possible. Tu vois. Pour me montrer à moi que on a réussi, tu vois, et il n'y a pas de regret, et puis pour montrer aux autres aussi qu'on a réussi et qu'il n'y a pas de regret. Et puis il y a un truc très froid ensuite, pour terminer, parce que tout n'est pas que sensation, de la voie, pour l'instant, elle est à peu près dégagée. Donc en fait, le sommet, tu vois, il est en vue, et franchement, il est haut, et donc ça serait dommage, et entre guillemets un peu bête, d'arrêter aujourd'hui, alors qu'il n'y a pas de risque systémique en vue, et que par contre, le potentiel en vue, bah, il est encore beaucoup plus haut que l'état actuel de l'entreprise, quoi. Ouais, mais ça, c'est un jeu. D'ailleurs, enfin, ce dont on parle en fin de compte, c'est d'argent, quand même, Mm. en particulier. Hein. Bah oui. Euh, je veux dire, c'est un jeu infini. Tu vois, tu pourrais très bien te dire, le jour où tu fais 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, tu pourrais très bien te dire, attends, j'ai pas atteint le plein potentiel et continuer un truc, alors que, par exemple, peut-être qu'à ce moment-là, tu seras complètement désaligné de ta boîte. Tu n'auras plus envie de faire ça, tu n'auras plus envie d'être CEO. Tu vois, je pense à Guillaume de l'Empire, Ouais. qui est quelqu'un, parce que tu vois, c'est quelqu'un qui se fait mal, Mm. qui est dans l'effort, etc., mais qui s'est rendu compte à un moment donné qu'il était plus bon pour être CEO, Ouais. qu'il était meilleur pour être créateur de contenu. Et du coup, il passe beaucoup de temps sur YouTube, il passe beaucoup de temps à faire du coaching en interne ou à faire du marketing pour la boîte. Ou, voilà, Mm. il s'est recentré sur ou des acquisitions, il s'est recentré sur les endroits où c'est créatif. Ouais. Et il a passé la main de toute la direction opérationnelle et tout le management à Charles, qui est le CEO, tu Mm. vois. Et du coup, vraiment, il a pas mis d'ego. Et je trouve que d'ailleurs, il y a plein de boîtes où le fondateur devient le goulet d'étranglement parce Ouais. qu'il reconnaît pas qu'il n'est pas capable d'évoluer, tu vois. Ouais. De Donc, ouf. t'en Mais penses quoi? bah, alors déjà, c'est hyper important de se poser la question. Moi, je me pose régulièrement la question de est-ce que je suis encore la bonne personne, tu vois. Et l'exemple de Guillaume, il est intéressant parce que déjà, je pense que Guillaume, il a atteint ce qu'il avait envie d'atteindre. Sinon, il ne se serait pas posé ces questions-là, je pense. Et ensuite, il est sorti, mais il n'a pas disparu non plus. Tu vois, donc il garde quand même un truc de ah ben si j'ai envie de faire des acquises, je suis là. Si j'ai envie de donner des conseils à Charles, ben, je suis là. Si j'ai envie de continuer à représenter l'Empire en conférence ou n'importe quoi, bah, je peux être là. Donc tu vois, c'est pas comme s'il avait tout lâché. Représenter l'Empire, quand même. C'est fort hein, comme phrase. C'est fort, le mec. Il est Je trop me suis fort. pas rendu compte qu'il était quand même. Il est trop fort, Guillaume. Euh, donc voilà, et moi, intimement, j'en suis pas encore là. Je pense que Guillaume, il a atteint sa définition du succès. Ce qui lui a permis ensuite de prendre du recul et de lâcher ce qu'il avait envie de lâcher. Moi, j'ai pas atteint encore ma définition du succès. D'un point de vue très chiffre, déjà, et puis d'un point de vue crédibilité de Bein et de l'influence aussi, quelque part, par rapport au marché.
j'ai une envie, et c'est une envie du reste de l'équipe, de démontrer que on n'est pas juste une agence d'influence. Tu vois. On est l'agence d'influence la plus créative d'Europe. Et donc ça veut dire aller gagner les plus grandes compétitions créatives du monde. Ça veut dire continuer à positionner l'influence comme un canal qui peut être extrêmement créatif. On en parlera juste après, mais l'influence, elle n'a pas encore 100% bonne presse. Hein. Déjà aux yeux du grand public, mais aussi dans le microcosme qu'est le monde de la pub. Et donc Pourquoi? de nouveau, parce que les gens se disent en fait c'est simple, ou en fait c'est du grand n'importe quoi, ou en fait il n'y a pas de créa, il n'y a pas de strat, il n'y a pas de réflexion. C'est juste un influenceur qui prend un produit Voilà, et tu vois. qui fait sa com et maintenant ça sera fait par l'intelligence C'est ça. artificielle, c'est pas Voilà, authentique. exactement. Hmm. Ou c'est pas réfléchi, ou rien. Bon, ok. Moi, j'ai pas envie de perdre. J'ai envie de gagner, et j'ai pas envie de gagner à n'importe quel prix. Tu vois, j'ai envie de gagner avec la manière, de nouveau. Donc c'est la manière vis-à-vis de l'équipe, puis c'est la manière vis-à-vis du marché. Mais tu es prêt à accepter le fait que, tu vois, je connais plein aussi d'entrepreneurs qui ont eu des propositions d'exit à un certain moment de la vie de leur boîte, qui les ont refusées, et après le marché s'est complètement retourné. Ouais. Tu vois, d'ailleurs, on en a un paquet quand c'était en 2021, au plus fort des valorisations d'entreprise, juste après le Covid, les VC avaient tous mis beaucoup d'argent. Et il y a eu plein de propositions très alléchantes. Et puis, juste après, quelques mois après, il y a eu l'énorme crise dans la tech, des centaines de milliers de licenciements, les valos qui baissent divisés par 3, 4. Et ça avait atteint des multiples ridicules, notamment dans le logiciel. Mais si tu veux, il y en a un paquet qui l'ont regretté, quoi, qui se sont dit, en fait, là, je suis en grande difficulté, j'aurais pu me faire racheter, je sais pas combien. Ouais, mais tu vois, nous, on reçoit régulièrement, très régulièrement, des propositions de rachat. Pour l'instant, on dit non. Et peut-être qu'on le regrettera infiniment. Peut-être que dans 6 mois, toi et moi, on est dans une tranchée, on ne sait pas où. Et en fait, purée, on aurait dû vendre, quoi, tu vois. Tu serais pas dans la tranchée. Et on ne serait pas dans la tranchée. Mais c'est un truc avec lequel je suis à l'aise. Tu vois. Je pense que j'ai un côté joueur aussi. Je sais pas si c'est un côté joueur. Et bon, là, on rentre dans de la psychanalyse. Hein, mais je pense que j'ai un truc où j'aime bien, en fait, ce qui me drive quelque part, c'est quand les gens ne croient pas en moi. C'est marrant, t'as un moteur extérieur quand même, toi. Ouais. En fait, moi, le regard des autres m'importe. Alors, peut-être un peu bizarre, parce qu'il y a sur plein d'aspects, non, mais sur d'autres qui sont très fondamentaux, oui. Et en fait, plus les gens ne croient pas en moi, et plus je vais me défoncer pour leur prouver qu'ils auraient dû. Et donc là, tu vois, les gens qui disent ouais, mais en fait, on aimerait vous racheter. Je pense que quelque part, peut-être que c'est complètement lunaire comme interprétation, mais il y a une partie de moi qui interprète ça comme vous ferez bien de vendre maintenant. Bah non. Pourquoi ? Parce que t'as pas envie dans 3 ans de devoir nous mettre 4 fois le prix que tu nous proposes aujourd'hui, tu vois. Donc ouais. C'est un truc, et évidemment, les chocs extérieurs, on les contrôle jamais. Mais pour l'instant, on est à l'aise, on a une bonne vision. De nouveau, on est rentable, on est bien rentable. L'influence, c'est un marché qui reste en croissance de fou. L'influence en Europe est un marché qui reste en croissance de fou. L'influence, c'est pas que des marques commerciales non plus. Tu vois, on accompagne beaucoup d'institutions, par exemple, politiques, gouvernementales, l'ONU, l'OTAN, etc. Et quelque part, c'est aussi des edges, tu vois, par rapport à la situation macro-éco et géopolitique. Parce que si demain, il y a vraiment une guerre ou n'importe quoi, la Commission européenne et tous les gouvernements en Europe, ils vont devoir mettre énormément en com pour, tu vois, continuer à communiquer, convaincre les populations et autres. Oh, ben, nous, on est plutôt bien placés, a priori. Donc, tu vois, de manière weighted risk, je trouve que ça va. Ok. Et qu'est-ce que j'allais te dire ? Du coup, c'est à combien, tu vois, que tu estimeras que le regard des autres n'est plus important et que tu sais de la boîte ? La grande question. Je pense qu'il n'y a pas de réponse à cette question, parce que tu me l'aurais posé il y a 2 ans, je t'aurais dit... tu me l'aurais posé il y a 3 ans, je t'aurais dit 10 millions. 10 millions de prix de vente ? Ouais. Pas dans ta poche. On vend pour 10 millions. Incroyable succès. Sachant qu'aujourd'hui,
toi et ton associé, vous avez chacun à peu près 40% des parts, je crois. C'est ça. Donc, ça veut dire que si vous vendez 10 millions, donc t'en récupéreras 4 avant impôt. Et donc, en gros, 2,5, 3 net, quoi. Net, c'est ça. Et tu vois, aujourd'hui, 10 millions, c'est le chiffre d'affaires qu'on va faire sur 2025. Donc, il y a 2 ans, on était là, en fait, 20 millions, ça serait canon. En fait, 20 millions, c'est le chiffre d'affaires qu'on vise pour 2026. Donc, aujourd'hui, moi, tu me demandes un chiffre, je te dis, 50 millions. 50 millions. Quelqu'un nous met 50 millions sur la table. Avis aux investisseurs dans la salle. Aux acheteurs. 50 millions sur la table, avec l'assurance que l'équipe reste, parce qu'il y a les conditions aussi, tu vois, derrière. Avec l'assurance que Bein reste et continue à vivre en tant que Bein, et avec l'assurance que, en fait, Boris et moi, on ne soit pas enfermés dans le deal. Parce que quelque part, si je vends, c'est pas pour devenir l'esclave des acheteurs. Donc, il y aura forcément une période de transition, mais il ne faut pas qu'elle soit trop longue. Le fameux earn-out. Ouais, exactement. Voilà, et si les conditions sont réunies, évidemment, je prends le Chécos. Ok. Voilà, bon, écoute, je vais essayer de réunir l'argent et je te recontacte dans quelques semaines. Ok, génial. Ok, donc en tout cas, pour l'instant, évidemment, tu te projettes. Tu veux pas perdre, donc ça, c'est intéressant. Un moteur de ne pas vouloir échouer. Ouais. Qui est. En tout cas, encore une fois, j'apprécie ton honnêteté. Moi, j'ai peut-être un jugement de ma part, mais j'ai tendance à penser qu'il faut essayer de le plus possible avoir des moteurs qui sont tournés vers soi. Parce que sinon, effectivement, ça peut être un peu infini comme truc, tu vois. Ouais. Mais en tout cas, visiblement, ça te donne la grinta, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui a été le plus gros... l'échec que tu as le plus marqué dans les 5 ans ou les 8 ans là, de Bein, le moment où tu t'es dit c'était le plus dur? Il y en a eu plein. Il y a eu des défaites d'appels d'offres qui ont été horribles. Vraiment, où... Ouais, j'arrivais plus à sortir de mon lit, quoi. Alors, vraiment, des trucs où, en fait, tu t'y mets tout ce que t'as. C'était des appels d'offres qui allaient aussi, tu vois, définir un peu Bein. Les montants n'étaient pas ce qu'ils étaient aujourd'hui, donc forcément, le moindre appel d'offres qu'elle t'a invité, il prend toute une importance de fou. Et ouais, quand tu étais là, tu bosses pendant 3 mois, tu donnes vraiment la meilleure version de toi-même, et qu'en fait, la meilleure version de toi-même, elle n'est pas suffisante. Parce qu'in fine, un appel d'offres, c'est ça, c'est une comparaison avec d'autres. Et ben, c'est terrible. Alors que ça fait partie intégrante de notre métier, tu vois. Mais je pense que si, à partir du moment où tu commences à accepter trop facilement les défaites, c'est là où tu perds ton truc. Vraiment. Donc, de nouveau, tu vois, je n'aime pas perdre. Toi, on en avait perdu quoi, 10 millions en ouais, on en a perdu 10 millions et ça nous a appris des trucs de fou. Et il y a des appels d'offres qu'on a perdus qui nous ont rien appris. Tu vois, c'était juste une défaite de merde.